Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure concernant la scolarité de vos enfants avec à chaque fois, vous le savez, une thématique forte et des initiatives, qu'elles soient locales ou nationales. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un département avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. C'est parti pour le sommaire de cette émission. Les médiateurs bien-être scolaire débarquent en Essonne. Gros plan dans cette édition sur un dispositif qui a déjà fait ses preuves par le passé pour lutter contre la violence. Vous le verrez, plus généralement, on se plongera, vous l'aurez compris, sur le projet éducatif du 91, l'Essonne, département qui s'est fixé bon nombre d'objectifs. Quels sont-ils? Avec quelle réussite? Vous le verrez dans un instant. Et puis dans sa loupe, Alix Nguyen nous parle d'un jeu vidéo Made in Essonne, c'est ça? Oui, un jeu pour sensibiliser les jeunes à la gestion des déchets. Tout un programme, on voit ça dans un instant. C'est parti pour l'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec Alexandre Touzet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vice-président du département de l'Essonne, en charge, je prends mon souffle, de la citoyenneté, de la prévention, de la sécurité, de l'égalité femmes-hommes et du monde combattant. Vous êtes également conseiller départemental du canton d'Arpajon et vous êtes le maire de Saint-Yon. Combien d'habitants? 904. Je vais dire comme Saint-Yon, ça va fort. Mais bon, 904 habitants. Combien de collèges publics et privés en Essonne? Alors, 100 collèges publics, et j'avoue, j'ai un petit trou de mémoire sur les collèges privés. Sur les collèges privés, voilà, c'était la petite question piège. J'ai lu 10 775 collégiens scolarisés dans le privé, ça fait 30 collèges privés. Donc, au final, ça fait du monde. Quelle est la singularité de votre territoire ? Alors, c'est un territoire qui est très en mouvement, puisqu'on connaît une évolution démographique très forte. Vous savez que Paris se vide, que la petite couronne se boboïse, et que donc on récupère, je dirais, toute une population qui arrive, qui est attirée par le prix du foncier, mais donc beaucoup de mouvements. Et donc, il faut intégrer cette nouvelle population, et puis une grande diversité, puisque vous avez un nord du département qui est du plateau de Saclay, très attiré par la mondialisation, par la recherche, etc. Un sud très agricole, et puis des banlieues extrêmement difficiles, Grigny, Corbeil, Évry. Une année scolaire placée sous le sigle des médiateurs scolaires. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut parler d'une période peut-être charnière concernant justement le débarquement, si je puis dire, effectivement, de ces médiateurs du bien-être scolaire, effectivement, dans les collèges d'Essonne? C'est une étape supplémentaire. On intervenait sur toutes les questions de prévention, parce qu'on a un département qui est structurellement violent, donc on connaît un niveau de RIX, on connaît dans certains collèges des problèmes de prostitution de mineurs, on connaît de la violence, parfois de l'antisémitisme, du racisme, etc. Donc on intervenait beaucoup sur les sujets de prévention, mais j'allais dire sous la forme d'intervention, d'association, sur l'accompagnement pédagogique qu'on pouvait offrir aux enseignants, aux CPE et aux principaux de collège. Là, c'est vrai qu'avec leur accord, on met une personne du département en charge de la prévention dans les établissements. Donc, c'est une étape supplémentaire que l'on franchit. Comment ça fonctionne justement et comment se déroule l'intervention de ces médiateurs scolaires? Alors, on a eu un premier cadrage avec l'académie et la direction académique. L'idée, c'était de faire une liste de ce que le médiateur pouvait faire. Le département ne souhaitait pas que le médiateur compense en fait un manque de personnel de surveillants, par exemple. C'est surtout pas notre attente. Donc, on a listé avec la direction. C'est pas un pion. C'est pas un surveillant. C'est pas un grand frère non plus. C'est vraiment un adulte référent au sein de l'établissement. Et donc, on a listé un champ des possibles avec la direction académique et l'académie de Versailles. Et après, c'est au niveau de chaque établissement qu'on va définir une feuille de route. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un médiateur dans tel collège qui va s'occuper du décrochage scolaire, puis dans tel autre qui va s'occuper plus spécifiquement des RIX. Alors voilà, il y a généralement 6-7 missions qui sont définies en relation avec le principal et puis le conseil d'administration du collège, puisque l'acceptation du médiateur passe par une décision du conseil d'administration. C'est sur la base du volontariat, hein, on le précise, c'est important? Tout à fait, et il y a des principaux de collège qui, certains ont refusé, d'autres ont accepté. Et puis on se donne Pourquoi, à votre avis? Pourquoi ces refus? Pourquoi ces freins? Alors qu'on sait que la médiation, et on sait que le gouvernement pousse aussi, ça a été fait dans d'autres pays, ça a été fait aussi dans d'autres pays, ça fonctionne. Oui, surtout on a pris en fait l'exemple, même en l'adaptant un petit peu, de ce qui se passait dans les Hauts-de-Seine. Il y a aussi une médiation dans les Bouches-du-Rhône. Donc il y a 2 départements qui ont avancé sur le sujet. Je crois qu'il y avait une position syndicale qui souhaitait que en fait, ça soit qui était favorable à la médiation, mais qui souhaitait que ce soit du personnel de l'éducation nationale et pas du conseil départemental. Donc, nous, on était favorable à cette Après, il y a un problème de timing, quoi. Simplement, je ne suis pas sûr. Vous souhaitiez que ça aille vite, quoi.
que ça évite, mais surtout que ça se fasse. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de position de l'Éducation nationale sur ce sujet, donc on a souhaité avancer, proposer, et puis on avance avec les chefs d'établissement qui sont volontaires, comme sur la vidéoprotection. D'ailleurs, c'est le même schéma, toujours le volontariat. Vous l'avez un petit peu évoqué, M. Touzet, sur quel type de problématiques, quelles sont les différentes problématiques sur lesquelles peuvent intervenir justement ces médiateurs? Alors, on a le sujet du décrochage scolaire, puisqu'on a un certain nombre de jeunes qui, effectivement, ont des absences perlées ou moins perlées, d'ailleurs. C'est un phénomène assez important qu'on traite de façon administrative, mais il faut essayer de le comprendre, d'aller au bout des choses. Ça peut être les RICS, ça peut être des situations de tension à l'intérieur de l'établissement, ça peut être des jeux qui tournent mal ou qui sont trop violents. Ça peut être aussi des relations entre les parents et la communauté éducative. Il y a certains parents qui sont parfois éloignés des codes scolaires, qui parfois ont peut-être peur d'entrer dans le collège, d'entrer en dialogue avec le collège. C'est une série de jeunes qui peuvent aussi à un moment avoir des faiblesses, des problèmes d'inclusion dans le collège. Donc c'est toute une série de choses qui sont encore une fois définies avec le principal en fonction de la population du collège, du projet pédagogique de l'établissement, des relations qu'on va établir entre le principal, le CPE et le médiateur. Donc tout ça, c'est du sur-mesure, vraiment, à chaque établissement. Et les parents sont impliqués ? Alors, pour l'instant, on est dans une première phase, donc ils ont été impliqués lors de la décision, puisque les représentants d'élèves votent au conseil d'administration des collèges, donc ils ont été impliqués sur le principe même, sur la feuille de route, et après viendra le temps de l'évaluation, je pense à la fin de l'année scolaire, où on pourra partager avec les représentants de parents d'élèves. Il est compliqué de trouver des volontaires. Est-ce qu'il n'y a pas que des coups à prendre en étant médiateur? C'est quoi les profils justement qui acceptent cette mission au final, ces missions? Alors, c'est peut-être facile à dire, mais c'est déjà un beau métier. C'est vrai. Je pense que c'est un métier qui n'a pas une ancienneté, mais c'est un beau métier, c'est une belle mission, celle d'amener de l'apaisement, d'amener de la sérénité, d'amener du bien-être dans les établissements. Je crois qu'on a le tort en France d'avoir plus des bahuts que des établissements. Et moi, il faut avoir cette idée de campus où on est bien, où on va faire autre chose que d'apprendre, on va bien manger, on va faire du sport, on va... bien vivre ensemble. Bien vivre ensemble, c'est autre chose qu'un simple lieu d'instruction où on voit la bouche et on transférait du savoir. Très beau métier. Après, c'est vrai que c'est un métier exigeant. Et nous recrutons Bac+2. Nous avons, en fonction du temps disponible, au moins 2 mois de formation en interne. Donc voilà, c'est pas forcément... c'est suffisant pour avoir les bases, Alors, le principal? C'est 2 mois avant. Donc ils ont pour la plupart été... vous avez un médiateur dans les transports. On a recruté des gens qui intervenaient sur d'autres sites. Donc ils ont déjà une première expérience professionnelle, un Bac+2. Et en fait, nous avons l'avantage que le temps scolaire ne couvre pas totalement le temps de travail. Et donc, nous avons, chaque semaine, une journée où tous les médiateurs se retrouvent, soit en formation sur des sujets spécifiques, émergents, soit dans l'échange de pratiques professionnelles, parce que c'est pas évident de se retrouver dans un collège aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait face à une situation de RICS? Est-ce que ça se rapproche du métier d'éducateur en termes de savoir-faire? Alors, je dirais peut-être pas la même approche. La prévention spécialisée, c'était vraiment... On est éducateur de rue. L'idée de cette prévention spécialisée, c'est qu'elle va au bas de l'immeuble, dans un contexte moins institutionnel, on va dire. Et peut-être avec un public un peu plus éloigné des structures sociales, un peu encadrées, comme les services jeunesse, comme les collèges ou les lycées. Donc l'idée de la prévention spécialisée qu'on porte aussi, c'est un budget de 7 millions d'euros en Essonne, c'est d'aller vraiment vers les publics jeunes éloignés de toute structure. Donc on est sur un niveau d'intervention qui est un petit peu différent. Médiation, la prévention spécialisée, c'est plutôt vraiment la désocialisation avec un public vraiment très, très, très problématique. Les médiateurs, ça s'intéresse, c'est un projet qui concerne tous les jeunes. Et d'ailleurs, on a voulu expérimenter différentes
typologie de collège. Ça ne s'intéresse pas autant à la prévention spécialisée, est vraiment un dispositif, j'allais dire, quartier prioritaire, politique de la ville. Vous en avez 22, je crois, enfin 22 collèges. Ouais. Autant dans la première phase d'expérimentation qui va être encore accélérée cette année, on a des collèges qui ne présentent pas forcément des problèmes majeurs. Donc on a des expérimentations au milieu rural, urbain ou périurbain. Est-ce qu'on a déjà des retours d'expérience? Je sais que ça a été lancé il n'y a pas longtemps, mais est-ce qu'on a déjà des prémices de est-ce que ça marche oui ou non? Et j'imagine que vous êtes plutôt confiant, quoi. Ouais. Oui, je suis plutôt confiant. Alors, on a un temps d'expérimentation et de calage parce que c'est un nouveau métier dans les établissements. C'est vrai qu'on est un peu à la tectonique des plaques entre ce que peut faire un CPE, ce que peut faire des surveillants, ce que peut faire le personnel de direction, ce que peut faire l'infirmier ou l'infirmière dans l'établissement, puisqu'on voit on est à la fois sur des problématiques de santé, de bien-être, d'éducation, etc. Donc, on est à la tectonique des plaques de plusieurs intervenants. Moi, j'ai pu discuter longuement avec eux il y a une quinzaine de jours. Ils se sentent bien dans leur poste. J'ai pu en discuter avec 2 principaux sur des territoires vraiment différents, très, très concernés par les violences urbaines, l'autre beaucoup moins, et l'insertion se passe bien. Je pense qu'au mois de février-mars, on essaiera vraiment de faire quelque chose un peu qualitatif. Un point d'étape. Oui. Ils ont quoi comme outil justement à leur disposition? J'ai l'impression qu'ils sont quand même tout seuls face à une tâche qui est énorme. Alors, je dis tout seul, bien sûr, c'est un peu provocateur, mais ils ont quoi comme outil à leur disposition, justement, pour essayer de désamorcer un petit peu les tensions? Ou comment ils arrivent à repérer tel ou tel signaux faibles? Alors, ils sont justement pas seuls. C'est-à-dire que ce qu'on essaye, c'est de les immerger dans un territoire. C'est pour ça qu'on a souhaité ne pas recourir à la structure associative, comme la prévention spécialisée, par exemple. Ce sont des personnes recrutées par le département. Ce sont des agents du département. Et dans le temps de formation, on a justement tout un temps de prise en contact avec les différentes personnalités du collège, mais aussi les services publics de la ville, le service jeunesse, le service des sports, l'association de prévention spécialisée, tous les acteurs de la ville. Et donc, en fait, le médiateur est surtout pas seul. Il est dans un environnement et dans une mission, et il peut tout à fait appeler au secours s'il y a un sujet qui le dépasse, parce que on voit bien qu'entre les sujets de scolarisation, de santé, de violence, il peut pas être multicompétent, et donc il peut appeler au secours. Il peut appeler au secours, et ces réunions qui ont lieu une fois par semaine entre tous les médiateurs, c'est justement échanger les bonnes pratiques, parce que on va faire en cheminant aussi. Et vous avez des retours de la part d'enseignants? Oui. On a fait une visite sur place à un collège à Saint-Michel-sur-Orge pour voir effectivement. Encore une fois, je pense que c'est un petit peu jeune, puisque les premiers ont intégré les collèges au mois de mai-juin. Tous là sont vraiment depuis la rentrée scolaire dans les établissements. Je pense que ça va prendre du temps, mais on voit en termes d'apaisement, ça a un effet. Voilà. En termes d'apaisement, je disais que le département est un département structurellement violent. Pourquoi? C'est vrai que les phénomènes de bande, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau en France, c'est pas nouveau en Essonne. L'Essonne qui fait assez régulièrement les gros titres quand on parle de rixes ou de problèmes de violence. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'émissions là-dessus, malheureusement, quand il y a eu des drames ou des faits assez graves. Et tu te demandes pourquoi... historiquement, j'ai le sentiment qu'en Essonne, il se passe quand même quelque chose, y compris chez les tout-petits. Oui, alors historiquement, oui, parce que vous avez des maires aujourd'hui, j'ai des collègues qui ont connu ça dans leur enfance, dans leur jeunesse. Ils sont devenus maires à 40 ans, à 35 ans, 40 ans ou 50 ans. Et ils font face au même phénomène de violence entre quartiers qu'ils pouvaient connaître quand ils étaient jeunes collégiens ou lycéens. Et c'est vrai qu'on a cette spécificité, je dirais, on a les affrontements entre bandes pour le stupéfiant, ça couvre toute la France. Oui. Mais c'est vrai que tous les procureurs de la République, et le dernier nous l'a encore dit, il est surpris par ce niveau de violence gratuite entre les jeunes, c'est-à-dire de guerre territoriale. On est vraiment sur du territoire. Il y a pas il y a parfois des conflits qui sont liés aux stupéfiants en Essonne comme ailleurs, mais on a cette spécificité vraiment. Et on a à la fois j'allais dire des causes qui sont anciennes. Valdière, Val-de-Seine, Corbeil, on a les Tarterets, etc. Enfin, on a les quartiers historiques qui s'affrontent entre eux. Et ça, vous savez faire, limite. Mais il y a d'autres trucs un peu imprévisibles, quoi. Et il y a aussi un phénomène de propagation dans des villes
qui... Voilà, tranquille. Qui était plus tranquille, qui tout d'un coup, voilà, ça se propage. Alors on arrive, suite au plan RIX qui a été porté par le gouvernement, enfin plan Bande, je crois qu'il s'appelait à l'époque, il a 2-3 ans, d'avoir des boucles qui mettent un peu en relation en fait, principaux, proviseurs, forces de sécurité, les services publics communaux, etc., pour alerter, donc on sent une tension, parce que souvent, en fait, ces rixes ne se passent pas au sein de l'établissement, mais on sent un peu les tensions émerger, soit au sein de l'établissement, soit juste à la sortie dans les transports scolaires. Donc, tout le monde se tient informé, et c'est assez efficace, c'est-à-dire qu'on arrive à diminuer. Monsieur le vice-président, parfois on alerte même sur telle rencontre de football ou tel événement, tel concert de musique, on se dit que... On a eu le cas à Bretigny très, très récemment, sortie de... Voilà. On a eu un mort très très récemment à Corbeil-Essonnes. Voilà. Donc on arrive à réduire un certain nombre d'affrontements, mais on n'arrive pas à toucher les racines du mal. C'est-à-dire pourquoi ces jeunes, en fait, s'interdisent d'avoir une vie partagée, mais ça va loin. C'est-à-dire qu'il y a certains jeunes qui ne vont pas choisir telle orientation, qui ne vont pas aller dans tel lycée professionnel, etc., parce qu'ils vont être au contact de d'autres jeunes. Ils ne vont pas pratiquer tel loisir parce que la piscine ou la restauration rapide est dans telle autre ville. Donc en fait, ils se privent d'opportunités de loisirs, d'éducation, de vie sociale, à cause de ces conflits dont on ne se souvient même plus. Ils ne se souviennent même plus, effectivement. C'est peut-être leur grand frère ou même peut-être leurs parents, même à l'époque, qui pourraient leur raconter. Encore, c'est même pas sûr. Le fait d'être en zone à moitié gendarmerie et police, ça complique un peu plus la donne ou c'est un avantage ? Non, parce que, en tout cas, dans notre département, je peux témoigner de notre département, que ce soit le directeur de la sécurité publique ou le colonel comment le groupement départemental de gendarmerie s'entendent très bien. Je crois qu'on a la chance en Essonne d'avoir un préfet, un procureur de la République, un DSP et un colonel de gendarmerie qui s'entendent très bien, voilà, et qui font en sorte que ces frontières administratives constituent pas un obstacle en fait à la résolution des problèmes de sécurité publique ou de prévention d'ailleurs, puisque la gendarmerie est très impliquée sur les questions de prévention. Allez, c'est l'heure de la loupe, et la loupe c'est avec Alix. Et cette fois, Alix, dans ta loupe, tu nous parles d'un jeu vidéo Made in Essonne, qui vise à sensibiliser les collégiens à la gestion des déchets. Et oui, j'ai nommé Modéris, un petit bijou fraîchement développé par le CIREDOM, le 2e syndicat de traitement des déchets en France. C'est plus exactement un jeu en réalité virtuelle pour sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge aux gestes écologiques. Ça, c'est de l'éducation moderne. Le CIREDOM a décidé de lancer un jeu pour que les enfants puissent apprendre à mieux trier les déchets. Notre planète est en danger parce qu'elle est submergée de déchets et notamment submergée de plastique. C'est la réalité virtuelle de ce jeu. Il s'agit d'une planète que les enfants doivent nettoyer tout en faisant attention de garder les niveaux d'énergie pour permettre justement de nettoyer la planète. C'est ce à quoi nous nous engageons aujourd'hui au CIREDOM par nos actions, mais il faut apprendre aux générations nouvelles, avec leurs méthodes, avec le jeu, avec ce casque de réalité virtuelle, à mieux trier la planète. Et surtout, ne jamais oublier que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est Novelab qui a mis la main à la pâte pour créer ce jeu, des pros de réalité virtuelle et de gaming. Et comment ça marche ? Alors, les jeunes jouent en équipe et doivent s'entraider pour marquer un maximum de points. Ils sont 4 joueurs, 3 avec des manettes et le 4e avec un casque de réalité augmentée. Le but, collecter et trier les déchets pour rendre notre planète plus vivable. Et ils découvrent tout ça à travers 3 missions, Greta, Valoris et Nergia, par exemple. Et plus concrètement, au moment de la mission Greta, la collecte donc, le joueur équipé du casque se trouve sur la planète Modéris. Il doit collecter les déchets par nature, biodéchets, verts, recyclables, incinérables. Et puisque ce jeu se veut utile jusqu'au bout, les matières recyclées lui permettent ensuite de réparer les bâtiments qui l'entourent. Et ce n'est pas fini. Une fois le jeu terminé, 2 animateurs du CIREDOM présentent une vidéo montrant la vraie vie du traitement des déchets. Ils sortent leur support pédagogique et expliquent aux jeunes chaque étape avec des exemples concrets sur la réduction des
déchets au quotidien. L'animation est proposée gratuitement. Il suffit d'écrire à jeumoderis@cirdom.com. Et que ça fait du bien de parler aussi de l'Essonne, effectivement, dans ce que le département sait de faire de manière positive, parce qu'effectivement, on n'est pas là pour parler que des gros titres effectivement, qui font l'actualité concernant la violence. Je crois, il y a eu de très belles initiatives, puis il se passe de très belles choses dans nos établissements. Donc, effectivement, il faut saluer. C'est le syndicat de déchets aussi qui couvre ma commune. Donc, je suis un petit peu, et c'est une très, très, très belle initiative. Et je pense qu'il peut aussi apprendre, au-delà du tri des déchets, sur le non-jetage des déchets sur les voiries, qui sont un vrai sujet pour un vrai fléau, là aussi. Un vrai sujet pour que ce soit le dépôt des dépôts sauvages ou ce qui concerne peut-être un peu plus les jeunes qui sont moins concernés par le dépôt sauvage, le jet de déchets quand ils sont dans la rue. Alexandre Touzet, quel rôle peut jouer ou joue actuellement en Essonne le numérique dans la prévention de la violence? Est-ce que justement... il y a justement une initiative dans ce sens où vous dites, tiens, pour encore une fois déceler les signaux faibles ou forts, on peut utiliser l'outil numérique. J'ai pas d'idée d'initiative, je vois pas d'initiative numérique, mais je pense, moi je crois vraiment à l'humain. C'est pour ça que on soutient vraiment, on a un catalogue d'interventions dans les collèges en termes de sensibilisation, parce que je crois que c'est dans ce dialogue, dans cette expression, sur tous les sujets d'ailleurs. Même sur le harcèlement, j'imagine. Sur le harcèlement, moi j'étais au collège de Saint-Chéron la semaine dernière justement, on faisait avec une association qui faisait du théâtre sur la question du harcèlement. Moi, je crois beaucoup en l'humain, c'est-à-dire cette faculté que les jeunes puissent aussi s'exprimer, que ça soit... c'est pour ça qu'on sollicite beaucoup la médiation d'associations, du théâtre forum, etc., pour qu'il y ait cette interaction, que ce ne soit pas simplement un cours de morale, et qu'ils sortent un peu de leur monde virtuel. Alors, et vous avez le sentiment que ça prend ? Moi, je pense que ça évolue. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu scisif, parce que quand on voit ce qui se passe, on peut se dire, tiens, on a fait une action d'intervention, mais on a beaucoup de choses et il y a beaucoup de paroles et déjà beaucoup de victimes qui peuvent s'exprimer. On a fait on était primé par le jury territorial sur une action sur les violences au sein des jeunes couples, qui est un phénomène qui monte, couple cohabitant ou non cohabitant. On a fait une intervention, et d'ailleurs c'était avec une autrice, c'était avec la gendarmerie, la brigade des familles qui est spécialisée dans l'écoute. On était quelques élus et on voit qu'en prenant le temps, en écoutant, on arrive à faire sortir des choses, que ça soit sur les victimes ou ceux qui sont commettants, parce qu'on arrive aussi à faire sur cette question de l'égalité entre les filles et les garçons, on arrive aussi à faire évoluer les esprits en discutant et puis en parlant de certaines déconstructions de principes qu'ils ont pu entendre dans leur milieu pour les faire progresser. Donc je crois vraiment à l'humain. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des belles initiatives numériques qui ont toute leur place. Et sur l'égalité femmes-hommes, vous avez le sentiment aujourd'hui que les collèges dont vous avez la charge jouent leur rôle à plein ou il y a encore des progrès à faire? Je pense que la communauté éducative a vraiment pris ce sujet à bras-le-corps. Parce que on se rend compte qu'on pouvait croire que la question de l'égalité femmes-hommes était un sujet pour une vieille génération de vieux schnocks de 50 ans, blancs, voilà. Je prends pour moi. Oui, pas de souci. Et en fait, on se rend compte que chez beaucoup de jeunes, ça n'a pas forcément progressé, soit dans le sens... on a par exemple des cas de prostitution de mineurs qui sont ce qu'on appelle le michetonnage, c'est-à-dire échange contre cadeaux et qui touchent parfois des jeunes filles de classe moyenne qui ne sont pas... voilà. Donc, leur apprendre à prendre soin de leur corps, à leur apprendre à se dire je suis une personne, je vaux quelque chose et je ne vais pas me vendre pour un sac Vuitton. Voilà. Mais ça arrive, je vais dans un certain nombre de... Et c'est dû à quoi, d'après vous qui êtes sur le terrain, qui êtes au contact de tous ces acteurs de terrain? En fait, il y a une forme de banalisation du corps, une forme de banalisation de la violence qui est extrêmement forte. Et puis vous avez l'autre versant, c'est une hyperpudibonderie, c'est-à-dire des jeunes filles qui se voient privées d'avoir une vie affective, culturelle, parce qu'il y a le grand frère qui est là et qu'on a du mal à toucher. On a un petit guide qui s'appelle Questions d'ado qu'on distribue à tous les troisièmes,
pour leurs problèmes, enfin leur entrée à la fois dans la vie intime, dans la vie sexuelle, leur relation avec les copains, les problèmes qui peuvent se passer avec les parents. Ben, on voit que j'ai un certain nombre de jeunes filles qui refusent même de prendre le livre parce qu'on y parle de sexualité. Donc on voit bien qu'on a les deux extrêmes, c'est-à-dire l'hyperpudibonderie et puis le côté où c'est totalement débridé. Donc c'est un vrai sujet et je trouve que l'éducation nationale prend plutôt à bras-le-corps cette question. Et comment vous abordez la question de la santé mentale chez les élèves ? Alors c'est un sujet qui est extrêmement compliqué et je vais vous dire, je pense que personne n'est armé aujourd'hui parce qu'on a un manque crucial de professionnels. On voit bien les problèmes. Alors est-ce qu'ils sont nés à partir de la Covid ou est-ce qu'ils ont été révélés par la Covid? C'est un grand débat, je ne suis pas spécialiste et je ne saurais vous dire, mais on voit bien que ces problèmes sont majeurs et pour l'instant, il y a un très bon rapport qui a été fait sur la médecine scolaire par Robin Reda, qui est un député, et qui a montré tellement cette médecine scolaire, elle était désossée. Aujourd'hui, on a un petit peu d'infirmiers ou d'infirmières, très très peu de médecins, et tout ce qui est effectivement santé mentale, on a un vrai sujet, mais qu'on ressent nous, et notamment par un public spécialisé qu'on suit au titre de la protection de l'enfance, qui aurait vraiment besoin de cet accompagnement et qui aujourd'hui ne le trouve pas ou le trouve dans une approche uniquement hospitalière et de courte durée. Donc c'est un vrai sujet mais qui dépasse à mon avis le conseil départemental. Monsieur Touzé, on dit toujours que le sport est un vecteur de vivre ensemble, c'est un outil puissant d'intégration, d'inclusion. Qu'en est-il en Essonne? Est-ce que effectivement les valeurs du sport, les valeurs sont mises à mal ou justement est-ce que ça reste encore un vecteur puissant d'intégration? Ça reste, et je pense que c'est un bon moyen effectivement d'intégration. Dans nos collèges, ça fonctionne bien. Il y a des très bons accords avec les villes pour qu'il y ait l'accès, et nous payons un certain nombre de communes et d'agglomérations, enfin nous le remboursons, pour qu'ils puissent avoir accès au maximum aux équipements publics. Ça peut aussi être un espace de radicalisation en Essonne. On a une étude en ce moment sur le club de basket qui sont qui sont un peu entraînés par la question de la radicalisation. Oui. Vous êtes en charge, on le sait bien sûr au département, de l'épineuse question de la rénovation des établissements, en l'occurrence des collèges. Dans quelle mesure justement cette mission est importante et quel budget, alors je sais que c'est pas du coup votre spécialité, mais j'imagine que ça rentre aussi un petit peu dans votre périmètre que vous regardez ça. Quels budgets sont alloués justement à la rénovation des collèges? Alors, nous, on a, j'allais dire, 3 sujets. La première, c'est la création de collèges, puisqu'on est un département qui... Tout le monde vient chez vous. Voilà, bienvenue, comme vous êtes. Donc, c'est 8 collèges qui sont prévus, à un coût de 40-45 millions. Et après, vous avez un certain nombre de rénovations. Vous avez 1 ou 2 grandes rénovations par an qui sont prévues. C'est des budgets alors ça dépend, mais entre 10 et 20 millions. Et puis après, vous avez des agrandissements aussi. Donc vous voyez, c'est un vrai budget dans un cadre qui est très contraint, puisque en fait, le département, certes, il accueille des nouveaux habitants et on est heureux d'accueillir des nouveaux habitants, mais on n'a pas une fiscalité qui est liée à l'habitant. On a des parts d'impôts. Donc vous avez des départements en fait où on ferme des collèges aujourd'hui, on ferme des établissements scolaires. Par exemple, à Paris, on ferme certains établissements scolaires. Il y a des départements en province où on ferme des établissements scolaires. Nous, on l'ouvre, on agrandit. Et c'est vrai qu'on n'a pas de ressources fiscales qui aujourd'hui nous permettent en fait de dire on accueille des nouveaux habitants, donc on a des ressources fiscales spécifiques. On a les mêmes que les départements qui aujourd'hui ont une démographie scolaire qui baisse. Or, on va être le seul qui, après, quand on regarde l'INSEE, on est les seuls qui, après 2025-2030, continuent à avoir une démographie en Ile-de-France, vraiment, une démographie scolaire vraiment ascendante. Voilà. Et est-ce que le bâti, la manière dont c'est construit effectivement ces collèges, est-ce que ça a une influence sur le climat scolaire? Oui, enfin moi c'est une croyance profonde que j'essaye de développer. Alors c'est vrai qu'il y a déjà la dimension écologique, la transition bien sûr climatique. Il y a déjà la question de l'espace et c'est vrai que selon les établissements, les
l'établissement qui est en cours de construction aujourd'hui, c'est Massy. On a un deuxième à Fleury-Mérogis, etc. Ouais. C'est vrai qu'on bénéficie d'une superficie qui est assez inégale à chaque fois, au regard du coût du foncier disponible, etc. Mais c'est un sujet de grande préoccupation. Et notamment, on a lancé une expérimentation de végétalisation de 10 cours de récréation. L'idée, c'est de créer aussi ce qu'on disait au début de notre entretien, c'est-à-dire que l'école, le collège ou le lycée, c'est pas simplement un lieu où on va apprendre, c'est un lieu de vie où on doit bien se sentir. Certes, des questions de sécurité, mais elles doivent pas. Ces questions de sécurité, elles doivent être du back-office, c'est-à-dire que les jeunes ne doivent pas trop l'avoir en tête. Ce qu'il faut, c'est c'est le lieu de vie. Alors, je vous parlais de ces cours, mais on a lancé l'année dernière aussi un appel à projet sur les CDI, qui sont parfois des lieux qui vieillissent un petit peu dans les établissements, avec des livres qui sont pas toujours très à jour, très attractif. Avec du matériel qui est pas... Scotch dessus, bon... C'est moins beau que quand on rentre dans School TV, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on essaye d'accompagner les établissements pour qu'il y ait ces lieux de vie. Ça touche aussi la restauration scolaire, pour que ça soit un moment qui soit sympathique. Voilà, essayer d'en faire des campus, c'est-à-dire des lieux de vie, pas que des lieux d'apprentissage. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui dans School TV, le MAG. Alexandre Touzet, je rappelle que vous êtes vice-président du département de l'Essonne, en charge de la citoyenneté, de la prévention, de la sécurité, de l'égalité femmes-hommes et du monde combattant. Et vous êtes l'heureux maire de Saint-Yon. Merci. Comment on dit les personnes qui habitent à Saint-Yon ? Saint-Yonnais et Saint-Yonnais. On embrasse les Saint-Yonnais et les Saint-Yonnais. Et on embrasse Alix. Salut Alix, à demain. Excellente journée. Ciao.